Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons laisser quelques minutes aux personnes qui vont arrêter pour se connecter. Je vais un petit peu vous présenter le webinaire et comment vont se dérouler les choses. On va laisser le temps aux personnes de nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinaire qui traite des RPS et des TMS. Donc, nous agissons dans une démarche de prévention primaire. Nous sommes ensemble pour environ 30 minutes. Ce webinaire va être décliné en 3 parties. Donc, une partie définition généralité, une partie que nous allons traiter sous forme de cas concrets pour faire le lien et expliquer pourquoi les TMS et les RPS sont liés. Et enfin, la dernière partie traitera d'une démarche de prévention qui peut être abordée en entreprise. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un chat où vous pouvez poser des questions tout le long de ce webinaire et nous répondrons au fur et à mesure à toutes les interrogations que vous avez. Donc, je vous laisse maintenant avec nos 2 super infirmières qui vont vous présenter ce webinaire. Bon webinaire à tous. Alors bonjour, moi je suis Amandine Renaudot, donc infirmière en santé au travail sur le secteur de Muret. Et moi, Noémie Père, infirmière également en santé au travail sur le secteur de Portet de Muret. Voilà, donc c'est moi qui vais commencer la présentation du webinaire. Donc, comme vous a dit Laetitia, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des TMS et surtout le lien qu'ils peuvent avoir avec les RPS, donc RPS et risques psychosociaux. Donc, pour commencer, on va parler de quelques définitions. C'est important de bien savoir de quoi on parle avant de pouvoir exposer, d'aller plus loin. Donc, de quoi parle-t-on? Déjà, je vais commencer par vous parler des TMS, donc troubles musculo-squelettiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par TMS? On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Dans les troubles musculo-squelettiques, ce sont des maladies qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs, donc tout ce qu'on appelle système un petit peu mou. Donc, ça ne touche pas les os, par exemple. Voilà. Ils proviennent d'un déséquilibre entre les capacités du corps et les contraintes auxquelles ils sont exposés. Donc, l'activité professionnelle, bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, peut jouer un rôle dans leur apparition, leur durée et bien évidemment leur aggravation. Voilà. C'est pour ça que c'est important de parler de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Pourquoi alors, les risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'est un risque psychosocial? Donc, on en entend parler aussi de plus en plus aujourd'hui. Les risques psychosociaux donc, sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, les causes elles sont multifactorielles. On peut les rechercher dans les conditions de travail, les facteurs liés à l'organisation du travail, aux relations de travail aussi. Il existe en fait 7 familles pour évaluer le RPS au travail. Ça, c'est intéressant parce que vous risquez de les entendre assez souvent, cette famille. On le recherche dans l'intensité et la complexité du travail, donc c'est la première. Les horaires de travail, les exigences émotionnelles que peuvent demander un travail, tout ce qui est faible autonomie au travail aussi, le rapport social au travail qui peut être dégradé et tout ce qui est conflit de valeurs, avec l'insécurité aussi de l'emploi et du travail. Donc ça, c'est par rapport au contrat, l'insécurité, les choses comme ça. Voilà. Donc l'expression risque psychosociaux, on l'entend souvent sur le terme de RPS, et ça regroupe généralement tout ce qui est stress au travail, surcharge de travail, manque de moyens, manque d'autonomie, tout ce qui peut être violence interne aussi, et aussi les violences externes à l'entreprise. On peut parler des insultes, des menaces, enfin voilà, de l'agression externe que peuvent ressentir certaines personnes. Voilà. Voilà sur ces quelques définitions. On va passer sur la slide après. Donc là, le but était de parler un petit peu. Excuse-moi, je te coupe 2 minutes, Noémie. Est-ce que tu pourrais reprendre les 7 familles? On a une demande par rapport à ça. Ah oui, pardon. Pardon, bien sûr. Alors, la première, c'est tout ce qui est intensité et complexité du travail. La seconde, c'est horaire de travail difficile. La troisième, c'est exigence émotionnelle. La troisième, c'est faible autonomie au travail. La quatrième, c'est rapports sociaux au travail dégradé.
conflit de valeurs et insécurité de l'emploi et du travail. Voilà, on pourra vous, si jamais ça vous manque à la fin, on pourra vous les mettre dans le chat si vraiment ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà. Alors, comme je vous disais, du coup, on va passer sur la slide suivante. Alors, pourquoi cette slide? Parce que on entend beaucoup parler de troubles musculo-squelettiques ou de RPS. Aujourd'hui, on a fait le choix, malgré que ça soit un sujet qui est très vaste et très complet, de parler des deux en même temps, parce qu'il nous semble intéressant, parce que c'est étroitement lié. Alors, on va vous expliquer pourquoi. Alors, les TMS sont définis déjà par plusieurs critères. Donc, déjà par tout ce qui est posture, force, durée et répétition. Donc, ces critères, ils permettent de faire une analyse complète de la situation de travail et permettent de mettre en évidence un risque d'apparition au TMS. Donc, ça, c'est ce que vous disiez ma collègue au début. Ça, c'est de la prévention primaire. Ça permet, avant qu'il y ait le TMS, d'évaluer un risque d'apparition. Donc, les TMS ne sont pas liés uniquement aux contraintes physiques, on le sait, hein, mais ils sont plurifactoriels. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte et sont étroitement liés avec tout ce qui est facteur de risques psychosociaux. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que l'un peut entraîner l'autre et vice-versa. C'est-à-dire qu'un TMS peut entraîner des risques psychosociaux, mais que des risques psychosociaux peuvent être aussi à l'origine de l'apparition de TMS. Voilà. Donc, ce qui était important, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment qu'il est important d'analyser ces deux facteurs, ces deux paramètres, pour avoir vraiment un reflet d'une situation de travail. Et c'est important aujourd'hui de parler de l'association des deux. Voilà. Alors, on vous a mis un petit schéma. Alors, il paraît un peu complexe quand on le regarde comme ça, mais il nous paraissait intéressant parce que c'est vraiment un peu tous les facteurs qu'on va retrouver autour de ces deux sujets. Il nous plaisait bien. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce schéma, c'est que peu importe par quel bout vous le prenez, comme on vous a expliqué, tout est en lien. Donc voilà, on va commencer par vous le présenter. Moi, je vais commencer par le milieu, par les sollicitations biomécaniques. Vous avez compris que tout est en lien. Donc, les solutions biomécaniques, qu'est-ce que c'est? C'est la répétitivité des gestes, le maintien prolongé de la posture, les efforts excessifs, les amplitudes articulaires extrêmes. Voilà ce qu'on entend par les sollicitations biomécaniques. Donc, l'organisation de travail, on voit ce que c'est, hein, sur les horaires, la répartition de la charge de travail, tout ça. Le stress, on comprend ce que c'est. Tout ce qui est facteurs psychosociaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par facteurs psychosociaux? C'est tout ce qui est intensité, complexité, rythme du travail, degré d'autonomie aussi, ça c'est important, la qualité des relations au travail, la sécurité de l'emploi, on en a parlé tout à l'heure par rapport au type de contrat, si on est en période d'essai ou pas. Ça aussi, ça peut engendrer des facteurs psychosociaux et tout ce qui est conflit de valeurs. On en entend parler beaucoup aussi sur certains secteurs particulièrement, on en parlera tout à l'heure aussi. Et ce qui est intéressant, dont on n'a pas parlé avant, c'est tout ce qui est équation personnelle. Parce que là, c'est vrai qu'on parle effectivement de tout ce qui est contexte au travail, mais une personne, c'est un tout. Et c'est vrai qu'on oublie souvent le côté personnel. Ben, l'âge, les facteurs de prédisposition, on n'est pas tous égaux au niveau de la santé, hein, au niveau des troubles musculo-squelettiques, et les sensibilités individuelles. Et bien évidemment, l'équilibre personnel, on est dans sa vie, il arrive plusieurs événements où on n'est pas dans des conditions toujours égales pour faire face à certaines choses. Voilà. Donc, tout ça est à prendre en compte dans l'analyse de ces situations. Donc voilà, maintenant pour illustrer tout ça, pour que ce soit un peu plus clair, on a décidé de le faire sous forme de cas concrets. On trouvait ça plus évident pour mieux comprendre de quoi on parle. Donc, on a pris le cas de Madame G. Madame G, qui était soignante dans un EHPAD. Elle se charge donc elle a à sa charge 18 résidents, dont 9 personnes très dépendantes. Depuis 6 mois, elle effectue seule ses toilettes suite à un arrêt maladie qui n'a pas été remplacé. Depuis, elle se plaint de lombalgie, de fatigue intense avec une baisse de morale. Elle dispose du matériel adapté à la manutention. Les problèmes relationnels entre les collègues et avec sa hiérarchie deviennent de plus en plus compliqués.
L'équipe évoque une distanciation des liens sociaux. Plusieurs membres de l'équipe ont alerté à plusieurs reprises leur direction sur la surcharge de travail au sein de l'EHPAD. Donc voilà, les pistes de solutions, on les verra un petit peu plus loin. Et pour mieux comprendre, je vais reprendre le schéma donc de Noémie. Donc vous allez voir que voilà, Laetitia va juste faire défiler. Vas-y, appuie une fois, voilà. Donc, dans l'organisation de travail, on passe d'abord à les 18 toilettes. Avec un arrêt remplacé, ça a donné une surcharge de travail importante. On passe ensuite, pour le coup, à l'association biomécanique. Donc, ça entraîne forcément un impact sur le physique, hein, donc avec des postures répétées, la force, la durée, la répétition des actions au quotidien. Ensuite, on va avoir tout ce qui est donc TMS, ça entraîne donc tout est lié. Hein, c'est un lien logique. Il n'y a pas l'un va pas sans l'autre, hein, si vous voulez. Donc les lombalgies ici pour Madame G. Ensuite, on aura forcément le stress, hein, tout ce qui va être lié au stress, donc qui seront ici évoqués par des douleurs, une pression temporelle, des valeurs éthiques qui vont être mises à mal. On aura ensuite les facteurs psychosociaux, hein, puisqu'on dit bien que Madame G a des difficultés relationnelles avec des relations qui vont être conflictuelles. Ça peut être un isolement, une situation figée, une communication altérée. Dans le cas là, ça va être avec ses collègues et sa hiérarchie. Voilà. Sans oublier que, une fois de plus, hors travail, Madame G peut également avoir des soucis chez elle, hein, des soucis de lambda vraiment, mais qui peuvent avoir un impact évident sur elle et pour le coup sur sa charge émotionnelle, sur son travail et sur le côté physique. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer donc à la diapo suivante. Donc, on a décidé de répartir donc en trois grands thèmes. Donc, comment aider? Donc, il y a d'abord l'alarme, la décharge d'adrénaline. Faut savoir que, comme on s'en rend compte, c'est l'apport en O2 aux muscles et au cœur. Dès sa confrontation à la situation évaluée comme stressante, l'organisme il va réagir immédiatement en fait en libérant de ce qu'on appelle de la catécholamine. C'est des hormones qui sont produites par une glande médulo-surrénale, dont l'adrénaline, en fait. Très souvent, on parle d'adrénaline, c'est ça. Celle-ci, elle augmente la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le niveau de vigilance, forcément, et la température corporelle. Ces modifications, elles ont pour but de préparer l'organisme à réagir en amenant de l'oxygénation aux organes qui vont être sollicités. Donc déjà là, on se rend compte qu'on a un impact. Notre corps, il réagit de toute façon. Ensuite, il va y avoir la résistance. Donc la mobilisation des réserves énergétiques, la régulation par le système nerveux central. Alors ça, c'est un peu technique, mais ça explique bien comment le corps réagit face à tout ça. Peu de temps après la première phase, de nouvelles hormones vont être sécrétées. Ces hormones, elles vont augmenter le taux de sucre dans le sang et apporter l'énergie nécessaire aux muscles, qui en a besoin pour le coup, au cœur, au cerveau, et y maintenir un niveau constant de glucose. L'organisme se répare aux dépenses énergétiques nécessaires à la réponse de la situation qui est là vécue comme stressante. Cette sécrétion, elle va en fait s'autoréguler. Des récepteurs du système nerveux central, si on va aller un peu plus loin pour que, vite je vous explique en une petite phrase, en fait, c'est des récepteurs au niveau du système nerveux central qui vont détecter les quantités libérées par le sang et adapter leur production. On va avoir ensuite forcément un épuisement de la situation qui devient stressante, qui se prolonge ou s'intensifie. Ça va créer des défaillances, en fait. Tout ça, ça va créer des défaillances à tout le système que je vous ai énuméré là précédemment. Dans cette situation, les capacités de l'organisme, en fait, elles vont être débordées. L'organisme ne va pas être capable de réagir comme il devrait le faire normalement parce qu'il est dépassé.
Donc, l'autorégulation devient inefficace. Ça se fait, mais pas de manière assez efficace pour que ça ait un impact direct. Et l'organisme va être submergé d'hormones qui vont faire que les tentatives de modification de la situation vont se révéler inopérantes, vraiment. Elles peuvent devenir à terme délétères pour la santé. Donc ça, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si j'ai été trop vite ou quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pour montrer que en temps normal, l'organisme a des moyens de défense, il sait réagir face à toutes ces situations, mais que quand il est dépassé parce que, comme le cas ici, surcharge de travail, difficulté de relation, enfin, tout est lié, ça déborde. Je vais maintenant vous parler de l'intérêt de la démarche de prévention globale. Donc, l'intérêt, il est multiple. Hein. Ça va être d'abord de mobiliser, de comprendre les enjeux d'une démarche de prévention et d'obtenir surtout l'adhésion des salariés. Donc, avec des objectifs qui vont être précis, des groupes de travail, par exemple. Ça va être de dégager des moyens nécessaires, donc à savoir des moyens humains, financiers, temporels. Tout ça, on a conscience hein, que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais voilà, c'est des pistes pour essayer d'améliorer les situations difficiles. Ça va être aussi d'associer différents services. En instance représentative du personnel, par exemple, en parler. CHSCT, CSE, faire appel si nécessaire à des partenaires externes. Faut savoir que vous pouvez faire appel à votre service de santé au travail, à la CARSAT, à des ergonomes, tout ça c'est possible. Il faut aussi investiguer. Donc, investiguer, c'est connaître le risque par les entretiens, par exemple, avec des salariés. Avec vos salariés, ça va être des entretiens qui vont être réguliers par l'analyse des données existantes, sur la santé des salariés. Quand on a remarqué un turnover très important, ça peut être aussi porter attention au type de contrats qui sont proposés, ou le processus de production, comment il est fait. Enfin, c'est vraiment tout revoir, tout remettre en question pour essayer de trouver les causes. Ou à partir d'un recueil, tout simplement, d'un questionnaire, d'un entretien, ou avec la contribution du médecin en santé au travail. Ça, c'est aussi possible. Il faut analyser les situations afin de diagnostiquer les situations qui vont être le plus à risque. Donc, avec une analyse du travail réel, donc toujours avec des entretiens, de l'observation, des mesures hein, pour connaître aussi l'environnement physique. Ça peut être l'éclairage, le niveau sonore, l'ambiance thermique, d'évaluer aussi le ressenti des salariés sur leur travail, leurs contraintes biomécaniques, psychosociales et liées à l'organisation. Identifier les facteurs de risque, et évaluer les outils évaluer les risques psychosociaux à l'aide d'entretiens et d'outils RPS, notamment dans le document unique. C'est important de l'inclure dans le document unique. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut vous aider au quotidien à faire. On peut vous aider à rédiger un document unique avec un outil qui a été créé pour intégrer le risque psychosocial et pour le coup se poser toutes ces questions. Donc l'organisation du travail, le mode de communication, l'organisation de la formation continue, l'organisation de la polyvalence. C'est aussi maîtriser les réductions des sollicitations. Exemple, ça va être une aide technique, des machines moins vibrantes, une alternance des tâches. Ça va être aussi le fait de valoriser des compétences. Une information et une formation. Un salarié informé des risques qu'il encourt est efficace pour prévenir les risques de TMS. Tout ça, c'est des choses qui sont prouvées. De même, le signalement précoce de dysfonctionnement permet d'accroître la réactivité en matière de solutions et de prévenir et de favoriser l'impact des salariés dans la démarche de prévention. C'est pas parce qu'on dit qu'un salarié est en difficulté, c'est pas parce qu'on le fait remarquer qu'on dévoile quelque chose. On cherche une solution, on cherche à savoir comment l'aider. Le dernier intérêt, ça va être d'évaluer. Donc d'évaluer l'intervention faite
en partie intégrante de la démarche de prévention. Elle doit vraiment être prévue dès l'initiation de la démarche, de façon à mettre en place des indicateurs de suivi qui vont être vraiment pertinents. Voilà. Alors, moi, je vais prendre le relais sur l'accompagnement spécifique que peut vous proposer votre service de santé au travail, donc le SSTMC, par rapport à certaines procédures qui sont mises en place. Donc, voilà, sur les TMS et sur les risques psychosociaux, donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Donc, en termes d'accompagnement spécifique, je vais vous présenter celui sur les TMS en premier. Donc, par rapport aux étapes que l'on peut vous proposer, c'est un engagement dans une démarche de prévention des TMS. Donc déjà, si vous souhaitez, comme elle vous a parlé Amandine précédemment, réaliser votre document unique d'évaluation au risque, donc ce qu'on appelle le DU grossièrement. Voilà, donc en identifiant forcément particulièrement les facteurs potentiels de TMS, donc comme l'omalgie, le syndrome du canal carpien ou tous les autres bien évidemment. Vous avez réalisé un recueil de données liées aux atteintes à la santé en lien avec les TMS. Donc, tout ce qui est, par exemple, arrêt de travail prolongé ou répété, tout ce qui est accident ou maladie professionnelle, restriction d'aptitude ou aménagement de poste, tout ce qui est plainte de salariés et alerte des représentants du personnel. Voilà. Donc ça, le SSTMC, effectivement, peut vous aider dans cette démarche-là. La seconde étape, c'est la construction du projet de prévention qui va être mis en place dans votre entreprise spécifiquement, donc avec la formalisation du projet de prévention. Donc, il faut bien évidemment qu'il y ait l'engagement de la direction en premier lieu, puisque c'est la direction qui va être moteur un petit peu sur cet axe de prévention. La création d'un COPI, donc c'est un comité de pilotage si nécessaire. Donc souvent dans ces comités de pilotage, il y a plusieurs membres du personnel, donc il y a la direction, il y a le CSE s'il y en a un référent sécurité, et effectivement il y a quelqu'un du SSTMC aussi pour garantir de la bonne marche du projet de prévention. L'identification des personnes ressources et compétentes en interne. Il y a des fois, dans les entreprises, il y a des charges de prévention, des référents santé-sécurité, ou en externe, il peut y avoir l'IPRP aussi du service, des ASST, des formateurs propres aussi qui peuvent être ressources. Donc voilà, ça c'est important. Et bien évidemment, l'information et la mobilisation des salariés. Donc dans l'entreprise, il est conseillé d'avoir un référent TMS. Alors, plus souvent, sur la base du volontariat, c'est mieux parce que du coup, les gens sont investis de leur mission. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'information de tous les salariés, parce que même s'il y a un référent, tout le monde est concerné dans l'entreprise. Et plus on est informé et on prend part à cette démarche de prévention, et plus elle est efficace parce qu'effectivement, tout le monde se sent concerné, pas seulement les acteurs du COPIL ou le référent TMS. Voilà. Et il y a la réalisation d'un pré-diagnostic afin d'identifier les situations de travail qui sont à risque et pouvoir réfléchir. Voilà. Sur la seconde étape, c'est ça. La troisième étape, donc, c'est le diagnostic et l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action. Donc, on réalise l'analyse approfondie de situations de travail identifiées prioritaires. Donc, par rapport à l'étape 2, on a identifié des situations de travail qui étaient prioritaires par rapport au risque de TMS. On choisit celle-ci pour commencer à travailler sur ça et on fait la réalisation d'analyse. On observe le travail réel avec des recueils des informations auprès aussi des salariés, puisqu'on sait que sur le même travail, en fonction de la période de l'année ou en fonction de certaines contraintes, il peut y avoir des différentes activités. Donc ça, c'est important de recueillir aussi. Déterminer les facteurs de risque, donc que ce soit biomécanique, physique ou psychosociaux et organisationnels. C'est ce que je vous disais, par exemple, sur les différences de flux de travail ou de période ou de contraintes. Voilà. Ça, c'est important. Identifier les causes, rechercher et proposer des pistes d'amélioration sur le salarié observé, sur les personnes ressources. Des fois, les gens qui sont sur les postes ont déjà des idées d'amélioration de leur poste qui sont plausibles aussi au niveau de leur travail. Donc ça, c'est vraiment important de l'écouter et de le prendre en compte dans la recherche aussi d'amélioration du poste. Voilà. La consolidation des données avec le salarié observé, voilà, ça c'est important. La rédaction du diagnostic final. La restitution au comité de pilotage, la restitution aux salariés en général dans l'entreprise, il faut que ça soit transparent effectivement pour qu'il y ait une adhésion sur cet accompagnement spécifique, et le déploiement du plan d'action par rapport aux choses qu'on a mis en évidence et ce qu'on veut améliorer sur les postes.
Voilà. Et la quatrième étape qui est importante, et c'est souvent celle qu'on oublie, c'est tout ce qui est mesurage et évaluation de la mise en œuvre de la démarche. Ça, c'est vraiment important d'avoir un échéancier et d'avoir une évaluation de ces actions pour pouvoir déjà voir s'il y avait une amélioration sur les TMS ou malheureusement une dégradation aussi, parce que ça peut arriver, et réévaluer en permanence pour effectivement que c'est une amélioration vraiment importante pour les salariés. Voilà. Donc ça, c'est sur l'accompagnement spécifique par rapport au TMS. Maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement spécifique par rapport au RPS, risques psychosociaux. Donc ça, c'est une prévention primaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui vise à intervenir en amont en repérant les situations dangereuses, en vue de supprimer ou réduire les risques. Donc ça, c'est vraiment la prévention primaire. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on veut intervenir dans une entreprise quand il y a déjà des marqueurs de risques psychosociaux. Et sur ces démarches-là, c'est déjà trop tard. On prend en charge bien évidemment les salariés et les situations, mais de façon différente. Ça, c'est vraiment sur de la prévention primaire. Voilà. Donc déjà, la première étape, c'est comme pour les TMS, donc création d'un comité de pilotage, donc copie, donc en suggestion, on vous a mis, il peut y avoir la direction, le CSE, des membres du CSSTMC, enfin voilà, ça c'est à voir. L'étape 2, donc c'est la mise en place de référents RPS, donc c'est pareil, toujours sur la base du volontariat. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un référent par unité de travail. Ça permet effectivement, par unité de travail, d'avoir quelqu'un qui est référent sur tout ce qui est risques psychosociaux. La troisième étape, c'est la formation des référents RPS à la démarche par le SSTMC. Donc, le service de santé au travail va former ces personnes-là sur la méthode, en fait, de l'INRS. Alors, on vous a mis... la référence, c'est ED 6140. Bon, ça va pas forcément vous parler, mais c'est intéressant si vous voulez la retrouver sur Internet, parce qu'il y a toute une démarche, effectivement, sur le diagnostic des RPS que vous pouvez retrouver et qui est officielle, c'est l'INRS qui l'a mise. Et du coup, voilà, vous pouvez retrouver un petit peu tout ce que ça reprend, et vous retrouverez aussi les 7 familles qu'on vous a exposées tout à l'heure. Voilà. L'étape 4, c'est le recueil des données par le référent auprès de ses collègues de travail. Donc ça, c'est l'étape en fait où toutes les données sont recueillies. L'étape 5, c'est l'exploitation des données recueillies par les référents RPS et l'intégration dans le document unique d'évaluation au risque. Voilà, donc ça, c'est important parce qu'il faut que ça apparaisse dans le DU. Et après, l'étape 6, c'est la mise en œuvre du plan d'action, effectivement, en termes de prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise. Donc ça peut passer par plein de choses et c'est très spécifique à chaque entreprise puisqu'il faut que ça corresponde effectivement à l'activité et à l'organisation de l'entreprise. Voilà. J'ai fait à peu près le tour. Dans le chat, on va vous mettre des liens concernant certaines subventions pour les TPE et les PME aussi, pour la CARSAT. Il y a Amélie Santé aussi, voilà, on vous les a mis. On vous les avait mis là, on va vous les remettre dans le chat. C'est intéressant aussi, c'est d'autres aspects, alors un peu plus financiers cette fois-ci, mais c'est quand même intéressant que vous ayez ces informations-là et que si vous le souhaitez, vous puissiez approfondir avec les organismes associés. N'hésitez pas à revenir vers le SSTMC. Alors, principalement, vous avez tous un médecin du travail qui suit vos entreprises. Donc, retournez-vous vers le secrétariat du médecin, effectivement, pour avoir un lien avec lui et qu'il puisse vous accompagner, puisque ce sera lui qui sera moteur pour ces démarches-là. Mais n'hésitez pas si vous aviez besoin d'aide et d'accompagnement sur ces sujets. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, le 11 mars, c'est la journée nationale de l'audition. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver et à cette occasion, nous vous présenterons la journée nationale donc par un webinaire et par des actions mises en place au sein du service. Donc voilà, normalement, vous recevrez un mail. Merci pour votre attention en tout cas, puis on espère vous revoir très vite pour d'autres webinaires. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre participation. Nous allons couper le direct. Nous restons connectés. Si jamais vous avez des questions, vous continuez à les poser dans le chat. Vous avez besoin d'informations complémentaires qu'on pourra vous envoyer par mail. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.